Bonjour à vous. Goedemiddag. Het is bijna middag. Bienvenue à ce webinaire sur le Covid-19 et la crise laitière tant au niveau de l'Europe qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Thierry Kestelot, je travaille pour Oxfam Belgique et je suis chargé de plaidoyer sur les systèmes alimentaires. Et j'ai la tâche de modérer ce webinaire avec vous. Nous avons une participation importante. À ce stade, nous sommes à 74 ou 74 personnes. Il y a eu plus de 100 personnes qui se sont inscrites, donc nous sommes nombreux. Je demande aussi une certaine indulgence parce que nous aurions préféré pouvoir avoir cette réunion en présence de tout le monde, mais ça se fait de manière virtuelle, connaissant les circonstances actuelles. Donc, ça a aussi ses limites. Donc, on essaiera d'être productif un maximum, mais je pense que tant avec votre participation et avec les panélistes, ce sera un événement qui sera important. Cette initiative de webinaire, c'est une initiative conjointe, c'est une initiative portée par Vétérinaires sans frontières, mais c'est une initiative qui s'inscrit dans une campagne tant en Afrique de l'Ouest qu'en Europe, qui dure déjà depuis plusieurs années maintenant. Elle est portée par une campagne en Afrique de l'Ouest, la campagne Mon lait local, qui regroupe toute une série d'acteurs, d'organisations paysannes, organisations de consommateurs, chercheurs, industriels, mini-laiteries, etc. Donc une large campagne qui veut promouvoir et défendre le lait local en Afrique de l'Ouest. C'est aussi une campagne avec des acteurs européens, une campagne qui s'appelle N'exportons pas nos problèmes, qui est active au niveau européen pour essayer d'influencer les politiques européennes qui influencent ou qui ont un impact sur la filière locale en Afrique de l'Ouest. Et cette campagne N'exportons pas nos problèmes regroupe plusieurs ONG, dont Vétérinaires sans frontières, SOS FAO, le Comité français pour la solidarité internationale et Oxfam. À cette initiative se joint également l'European Milk Board. Cette campagne conjointe entre acteurs européens et d'Afrique de l'Ouest a déjà abouti à un dialogue intense avec les différentes autorités, instances politiques, tant au niveau européen qu'en Afrique de l'Ouest. Et nous prenons aujourd'hui cette initiative parce qu'elle cadre dans un contexte particulier qui est l'impact du Covid-19 sur les filières laitières, mais aussi à l'avant-veille de la journée mondiale du lait qui est le 1er juin. Alors, les objectifs de ce webinaire, il y en a 3. C'est d'avoir des regards croisés d'Afrique de l'Ouest, d'acteurs d'Afrique de l'Ouest et des Européens sur, d'une part, les enjeux de la filière de lait local et les impacts de Covid-19 sur ces filières. D'autre part, de voir aussi les liens qui existent entre les politiques européennes et les filières de lait local au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les liens, mais également les tensions qui peuvent exister entre les deux. Et troisièmement, d'essayer de développer, de présenter des perspectives d'avenir et d'avoir une discussion sur des recommandations politiques. Alors, le déroulement du webinaire se fera en 4 blocs. Nous aurons d'abord une intervention, comme vous voyez sur le slide, un cadrage sur les enjeux qui sera fait par Gilles Villas, suivi de 2 interventions d'acteurs de terrain. D'une part, une perspective européenne et d'autre part, une perspective d'Afrique de l'Ouest.
Et ce sera suivi par un troisième bloc qui sera une perspective plutôt d'acteurs politiques. Encore une fois, cette perspective croisée d'Afrique de l'Ouest et européenne. Et ce sera suivi par une session de dialogue, de questions-réponses avec l'ensemble des participants. Alors, comment se déroulera de manière très pratique les questions-réponses? Ce que nous vous demandons, c'est au fur et à mesure des présentations de poser vos questions en bas de l'écran. Vous verrez qu'il y a un Q&A où vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure des présentations. Il y a quelqu'un qui essaiera de regrouper vos commentaires et vos questions ensemble pour qu'on puisse le faire de manière organisée. D'autre part, pendant la session des questions-réponses, il est également possible de lever la main et donc de demander la parole et dans la mesure de nos possibilités et du temps qui nous est imparti, nous pourrons également vous donner la parole. Par contre, n'envoyez pas vos questions ou vos commentaires par le chat parce que c'est très difficile de faire le suivi de ces commentaires via le chat et de pouvoir en tenir compte. Donc ça, c'est en termes de modération et de participation. Voilà, j'espère que cette courte introduction est claire pour tout le monde. Et donc, je propose de commencer immédiatement avec la présentation de cadrage des enjeux au niveau du lait local, principalement avec la perspective d'Afrique de l'Ouest, faite par Gilles Villas, qui est le directeur d'opération en Afrique de l'Ouest pour Vétérinaires sans frontières. Gilles, la parole est à toi. J'attends donc qu'on me donne la main sur la présentation. Peut-être présente-toi alors brièvement pendant ce temps-là. Merci Thierry. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc moi, c'est Gilles Vias-Franck. Je suis directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de Vétérinaires sans frontières Belgique, basé à Bamako. Alors, il m'a été demandé de présenter les enjeux du lait local en Afrique de l'Ouest. Mais avant de m'acquitter de cet exercice, il me semble important de donner quelques repères sur le lait local en Afrique de l'Ouest. Alors, du point de vue de la production africaine, du point de vue de la production de l'Afrique de l'Ouest, retenons qu'on a environ 6 268 775 tonnes en 2018, selon les dernières statistiques de la FAO. Vous voyez bien sur le diagramme à droite que la production est en constante augmentation. D'année en année, elle croît. En fonction de la répartition par espèce, on voit bien que c'est l'espèce bovine qui porte cette production puisqu'elle fournit 57% de la production ouest-africaine. Elle est talonnée par l'espèce caprine qui en fournit 19%. Et les espèces ovines et camélines se partagent une part égale de 12%. Où se situe cette production? On voit bien à travers le diagramme à gauche que la production elle est largement portée par les pays du Sahel qui fournissent 76%
de cette production, contre 24% pour les pays côtiers. Quand on rentre maintenant dans la production des pays sahéliens et qu'on essaie de faire une lecture désagrégée, on voit bien que le lait, il y a 3 pays qui portent cette production majoritairement à 90%. Ce sont notamment le Mali avec 45%, suivi du Niger 28% et de la Mauritanie 17%. Si nous faisons une petite comparaison avec le monde, on voit bien que la production africaine est marginale, ouest africaine est marginale puisqu'elle représente 1% de la production mondiale contre 14% si on fait la comparaison avec l'ensemble de la production africaine. 3 types de systèmes de production, 3 types de systèmes de production alimentent cette production ouest africaine. Nous avons les systèmes laitiers extensifs qui sont majoritaires puisqu'ils approvisionnent à 70% la production ouest africaine. Et nous avons ensuite un élevage semi-intensif en émergence et un élevage intensif qui peine à décoller. Pour clôturer un peu cette rubrique sur les productions, retenons que le potentiel laitier en Afrique de l'Ouest est non négligeable, mais il est majoritairement en brousse et ce n'est que 2 à 7% de cette production qui est justement collectée. Du point de vue de la consommation, retenons que au niveau de la CEDEAO, la consommation est évaluée à 23 kg par habitant et par an. C'est en grande majorité aussi le lait local qui approvisionne, qui fournit cette consommation, puisque l'apport se situe entre 60 et 70%, alors que le lait importé est à 25-30%. Les populations sahéliennes étant de grandes consommatrices de lait, leur consommation se situe autour de 65 litres équivalent lait par habitant et par an, alors qu'on voit que dans les pays côtiers, on est autour de 5 à 7 litres équivalent lait par an et par habitant. Alors, pour clôturer aussi sur cette rubrique, on voit bien que dans l'assiette du consommateur, il y a 2 produits qui coexistent. Donc, il y a le lait local et le lait importé. Ce qui nous permet de voir au niveau des enjeux que le premier enjeu qui est devant le lait local en Afrique de l'Ouest, c'est bien entendu de satisfaire la demande des villes. Alors, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, il y a un certain nombre de choses qu'il faut retenir. C'est une population qui est en forte croissance. On est passé pratiquement de 84 millions d'habitants en 1960 aux indépendances à 380 millions pratiquement en 2018. Donc une population qui est en forte croissance, une population qui est relativement jeune, mais qui est aussi en forte urbanisation. Ensuite, on a une classe moyenne qui émerge et qui a un pouvoir d'achat qui s'améliore. Quand on met tous ces ingrédients en place, on voit que les opportunités sont réelles pour le développement du lait local, pour que le lait local gagne en part de marché. Mais comme nous l'avions dit tout à l'heure, le lait est en brousse, les consommateurs sont en ville. Il faut forcément qu'on fasse un pont entre les bassins de production et les centres de consommation. Et cela, c'est là où se trouve un grand enjeu, passe par l'industrialisation de la collecte. Et à ce niveau, il est important de relever qu'à l'heure actuelle, il y a 2 modèles qui ont réussi en Afrique de l'Ouest. Ce sont les centres de collecte multiservices qui permettent justement d'organiser les bassins laitiers à l'intérieur desquels on a les unités laitières de production avec des points de collecte qui sont drainés via des collecteurs jusqu'au centre de collecte qui font l'interface avec les unités de transformation industrielle. Et on a de l'autre côté aussi les mini-laiteries
qui diffèrent un peu des centres de collecte parce que ce sont des petites unités qui transforment et qui mettent des produits laitiers sur le marché. Donc, on a de réelles opportunités. Mais quand on parle d'opportunités, il faut savoir aussi qu'il y a des menaces qui sont à côté. Et là, il faut faire très attention parce que, justement, on a des menaces et les menaces, là, ce sont les importations laitières. Aujourd'hui, quand on prend les unités de transformation industrielle en Afrique de l'Ouest, on est dans une dans une proportion de 5% de lait local et 95% de lait importé qui est transformé en produits laitiers. Et donc, on voit bien que ces importations ont des conséquences énormes, tant au niveau des pays, mais au niveau aussi de la filière et au niveau des producteurs. Premièrement, ça augmente la balance des paiements qui devient déficitaire. Deuxièmement, ça perturbe la filière lait local. Et troisièmement, ça appauvrit aussi les petits producteurs. Fort heureusement, nos États ont quand même des instruments à leur portée sur lesquels ils peuvent jouer pour pouvoir limiter ces importations. Premier instrument, c'est relever les droits de douane. Et c'est là où aussi le bas blesse, parce que quand on regarde au niveau de la CEDEAO, le tarif extérieur commun qui permet donc de régler les importations, on voit bien que pour la poudre de lait est taxée à 5% depuis 2000. Et cette taxation n'est pas à décourager les importations, bien au contraire, ça alimente, ça encourage les entreprises européennes à venir, excusez-moi l'expression, déverser les produits laitiers sur l'espace ouest africain. Et on voit bien à travers ce graphique de Christian Cornio, que l'Afrique est devenue l'enjeu majeur pour les importateurs européens. Il y a l'autre aspect, c'est la politique du robinet, qui est un instrument qui a fait ses preuves, par exemple au Sénégal, sur d'autres produits laitiers, qui consiste à faire la politique du robinet. C'est-à-dire qu'au moment où le lait local est disponible pour répondre à une demande, il faut nécessairement qu'on arrête les importations pour valoriser la filière locale. Et lorsque le lait n'est pas disponible, puisque notre production est aussi saisonnière, c'est de permettre que les importations viennent pour que justement on arrive à satisfaire aussi la demande du consommateur. Bien entendu, il faut à ce niveau qu'on ait justement une harmonisation entre nos politiques commerciales et nos politiques sectorielles. Le deuxième enjeu, c'est naturellement sécurité et souveraineté alimentaire et lutte contre la pauvreté. Il n'y a plus de débat à ce niveau. Je pense que cela a été largement documenté, que l'élevage, l'activité d'élevage dans les ménages ruraux accroît la consommation des produits d'élevage. Et aussi, on voit à travers une étude récente au niveau du Burkina, un cas que j'ai relevé ici, c'est que les régions qui sont à forte vocation pastorale ont des taux de malnutrition aiguë relativement faibles. On est par exemple, dans la région centre-nord, à 13%. Au niveau du Sahel, on est autour de 14%, alors que dans les régions à vocation agricole, telles que la région nord et la région centre, on est dans des taux de malnutrition de 51% à 70%. Oui, c'est aussi il y a aussi un enjeu de lutte contre la pauvreté. Et on voit bien, quand on s'attelle à la production de lait de vache, et qu'on voit toujours au niveau du Burkina, on ramène à 250 francs le litre, on est dans un ordre de grandeur de 77 milliards de chiffre d'affaires autour du lait de vache. Et lorsque on se tient aux 20% qui sont valorisés réellement, on est autour de 15 milliards de francs CFA, sachant que 80% de cette somme est manipulée par les femmes, puisque c'est elles qui sont fortement engagées dans la production, dans le commerce de lait local. Et
Un autre enjeu qui est, à mon avis, très important, c'est la compétitivité du lait local par rapport au lait en poudre. Ici, j'ai pris l'exemple du Sénégal. On voit bien que le lait reconstitué au Sénégal est autour de 342 francs. On voit bien que sur la région de Dakar, le lait local est autour de 500 à 700 francs. Dans la région agro-silvopastorale, autour de 200 à 400. Il est important de relever que, en plus de cette compétitivité prix qui n'est pas en faveur du lait local, on constate qu'à chaque fois qu'on passe de pratiquement, à chaque fois qu'on passe du producteur et on s'achemine vers le consommateur, les coûts de transaction étant, les coûts de transformation étant, on a finalement un produit qui devient relativement plus cher que le lait local qui est reconstitué. Les autres paramètres de la compétitivité, c'est la qualité et c'est aussi la quantité et la régularité. Enfin, que va être le lait local de demain? Il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. La réalité, c'est quoi? Il y a des réalités qu'on ne peut pas nier. Les réalités, c'est quoi? C'est que, premièrement, nous avons un déficit laitier qui va persister. La production locale ne peut pas couvrir la demande. Deuxième réalité, c'est que nous avons une pression de la demande qui s'accroît pour les raisons que nous avons évoquées, le poids démographique, l'urbanisation et le pouvoir d'achat. Et enfin, nos pays sont engagés dans des accords régionaux et mondiaux qui fait que le marché africain va rester toujours ouvert. Tout ceci fait que les importations vont, bien entendu, les importations vont se poursuivre. Alors, il y a un graphique en bas qui est de Serena qui montre que de plus en plus, on a le cercle en bas qui montre que de plus en plus, les petites unités de transformation et même les unités industrielles qui étaient déjà positionnées là-dessus continueront à travailler à la fois avec le lait local, mais à la fois aussi avec le lait en poudre importé et à des proportions qui sont à des proportions variables. Et ce que me fait dire, moi, que ma conviction, c'est que la tendance va évoluer vers un modèle mixte qui va justement allier lait local et la poudre de lait importée. Donc voilà un peu les enjeux sur lesquels je voulais revenir. Merci pour votre aimable attention et on s'excuse vraiment pour les désagréments dus à la technologie. Merci. Merci Gilles pour ce cadrage très intéressant. Je crois que ça met très fortement en avant la place essentielle de l'élevage au niveau des politiques de développement et de lutte contre la pauvreté en Afrique de l'Ouest et le potentiel des filières de production de lait local, mais aussi la nécessité de pouvoir les renforcer, entre autres pour pouvoir renforcer les filières et approvisionner les villes de ce lait local. Et en même temps, ce troisième aspect que tu as mis en avant, la nécessité de pouvoir gérer les importations, y compris et principalement les importations de poudre de lait européenne pour pouvoir développer ces filières locales. Merci pour ce cadrage. Nous allons maintenant avoir les perspectives d'acteurs de terrain, tant européens que d'Afrique de l'Ouest. Et j'inviterai Erwin Schöpkes, qui est président de l'European Milk Board et également de Faircoop, une coopérative de lait équitable en Belgique, pour témoigner d'une part de l'impact du Covid-19 sur les filières laitières européennes, mais également d'avoir cette perspective des réponses politiques qui sont développées au niveau européen pour faire face à la crise laitière au niveau européen. Erwin, la parole est à toi. Salut Thierry, bonjour tout le monde. Merci de participer aujourd'hui à cette conférence.
Une chose que Thierry a oubliée, oui, je suis le président de l'EMB. L'EMB, c'est quand même 16 pays. On a des membres dans 16 pays européens avec une vingtaine d'organisations. Mais en même temps, j'ai toujours une exploitation agricole, une exploitation laitière ici à Amblève, à la frontière allemande luxembourgeoise. Alors, quelle est la situation actuelle, surtout avec le Covid? La première chose, le lait de consommation, c'est-à-dire le lait UHT vendu en grande surface, ça a explosé les 2 derniers mois parce que les gens sont restés souvent chez eux et ils ont consommé beaucoup du lait. À côté de ça, on a perdu tout le marché, ce qui est HoReCa, les hôtels, les restaurants, les écoles et tout ça. Et la hausse de la consommation en grande surface n'a pas permis de récupérer les pertes dans le HoReCa. Et une chose très importante, même la Belgique, je pense que beaucoup des pays européens, on vivent des exportations vers la Chine ou vers l'Afrique. Et là, les 2-3 derniers mois, c'est clair, c'est presque arrivé à zéro. En même temps, la production européenne, elle a augmenté les 2-3 derniers mois, mais elle augmente chaque année, en moyenne de 1 à 2% chaque année. Et cette année-ci, c'était une très bonne saison au mois de mars, mai, avril, parce que la météo était bonne. C'est-à-dire la production du lait en Europe, elle augmente et en même temps, la consommation et les exportations baissent. Il faut savoir aussi, nos coûts de production, c'est aussi bien que pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour les Pays-Bas, on tourne autour de 45 cents payés aux producteurs. Avec ces 45 cents, on couvre les coûts de production et en même temps, on arrive à se payer un prix du lait correct à la ferme. Aujourd'hui, le prix payé aux producteurs, il a chuté en dessous de 30 cents. En moyenne, il a presque chuté partout de 3 cents, c'est-à-dire aujourd'hui, en moyenne, on a un prix de 28 cents. Alors, avec à côté des coûts de production 45 cents, avec la main-d'œuvre, si on ne se paye pas notre travail, on a toujours besoin autour de 32 cents, c'est-à-dire avec les 28 cents qu'on reçoit aujourd'hui, ben, c'est clair, on n'arrive pas à se payer un salaire, même pour repayer toutes les factures, tous les clients qui sont chez nous, c'est très compliqué. Alors voilà, on a une surproduction. On a fait des négociations, du plaidoyer vis-à-vis des politiques européennes, vers la Commission, vers les députés européens, vers les ministres nationaux en Belgique et en France, dans tous les pays. Et surtout, alors, on ne voulait pas continuer la situation d'augmenter la production quand il n'y a pas de demande. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on voulait? Ben, on voulait plafonner la production en Europe et permettre aux agriculteurs de baisser, de produire moins sur leurs exploitations. C'est une revendication qu'on a déjà depuis 10 ans. On l'explique, on l'a vu en 2016, la situation était la même. En 2016 et en 2009, qu'est-ce que l'Europe a fait? Ben, elle a mis un stockage privé en place et en plus, l'Europe a stocké eux-mêmes. Je pense que tout le monde peut se rappeler des montagnes de poudre de lait qu'on a créées les 10 dernières années. Et maintenant, les stocks, ils étaient écoulés, c'est-à-dire qu'il n'existait plus de stock de poudre européen. Et nous autres, on ne voulait absolument pas retourner dans le même système. On a fait du plaidoyer, mais il faut savoir aussi que les vieux syndicats, le COPA-COGECA, même l'industrie laitière européenne, ils ne voulaient absolument pas mettre ça en place, de baisser la production. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Maintenant, on a ouvert le stockage privé, c'est-à-dire chacun peut acheter de la poudre de lait et l'Europe donne une aide au stockage qui prend en grande partie les frais de stockage.
C'est fait pour la poudre, pour du poudre de lait. On peut stocker du fromage et on peut stocker du beurre. Et pour nous, ce qui est le pire avec ça, c'est clair, c'est des multinationales, même des sociétés qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils vont acheter la poudre de lait à un prix très bas maintenant. Ils vont avoir des frais qui sont pour le stocker. C'est l'Europe, c'est avec de l'argent public qu'on va leur donner pour payer les frais. Et c'est-à-dire, c'est vraiment l'ouverture à la spéculation avec le lait. C'est une spéculation avec la nourriture parce que les gens qui spéculent aujourd'hui, ben, ils achètent à un prix très bas. En plus, on leur rembourse les frais de stockage et leur spéculation, c'est clair, c'est après de vente cette poudre de lait avec du bénéfice. Voilà, je pense que ça, c'est la situation globale. Pour nous, une chose importante, c'est grave. Je pense que si on fait des erreurs, si on développe une stratégie, il faut toujours regarder c'est ce qui s'est passé les 10 dernières années. Et si je suis un politique, si j'ai une responsabilité, ben je dois voir qu'est-ce qui s'est passé, quel avait l'impact. Et on doit dire vraiment, les ministres des États membres et la Commission européenne, elle n'a rien, vraiment rien compris des erreurs du passé. Ils suivent toujours les conseils des grandes industrielles laitières. Ils suivent les conseils des syndicats, comme le Copa-Cogeca, qui est le plus grand syndicat. Et je pense que, voilà, nous autres, on a une vision comme ça, mais il faut aussi que tout le monde sache, une majorité des agriculteurs, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent agrandir, ils veulent détruire le voisin, ils veulent avoir des fermes de 300, de 500, même de 1000 vaches, et nous autres, on ne peut pas accepter ça parce qu'on veut sauvegarder les exploitations familiales avec une taille humaine. Et même avec toute la pression qu'on essaye de faire et les manifestations qu'on a fait les dernières années, ben, les décideurs politiques européens, il faut le dire, ils suivent toujours ces personnes. Alors, quel est l'impact? C'est clair, pour nous, les paysans européens, ben, on a très difficile à sauvegarder nos exploitations. C'est clair, l'impact sur l'Afrique, je pense qu'on la connaît tous, c'est-à-dire que ben, la poudre de lait, elle va redevenir en grande quantité sur le marché africain. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est clair, avec cette poudre de lait, on va faire du dumping sur les marchés africains. La spéculation, et je pense que c'est très, très dangereux, la spéculation avec la nourriture, elle va continuer. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, vous avez vu les images là avant, mais nous autres, on a fait des actions en Belgique, en France, en Allemagne, au Danemark, en Italie, au Luxembourg et dans d'autres pays européens comme la Lettonie. On a fait des épandages dans les champs de la poudre de lait pour montrer qu'il y a une surproduction. Je pense qu'on a fait tout pour éviter de retourner dans les crises comme on l'a, mais aujourd'hui, je dois dire, on y est à 100% dedans. On essaye de faire du lobbying, mais nous, les agriculteurs tout seuls, on n'y arrive pas. Et pour ça, on a besoin de toutes les organisations comme Vétérinaires sans frontières, comme Oxfam et tous les pays africains qui sont en accord et en partenariat avec vous. Ça nous renforce dans la discussion, mais ce changement au niveau politique, c'est pas si facile. Une deuxième chose que pour nous, qui est très important, c'est-à-dire de développer un lait équitable et local. Je pense qu'on le fait ici en Belgique, on le fait en France, on le fait au Luxembourg, en Italie, en Allemagne. C'est-à-dire en Belgique, c'est avec Ferbel, en France, c'est avec Fair France, au Luxembourg, c'est le Fermelige. Et je pense que ça, de recommencer la commercialisation dans les mains des producteurs, je pense que c'est une chose, un chemin très difficile à faire, de revenir en contact avec les consommateurs pour vraiment faire une valeur ajoutée pour les agriculteurs et aussi une piste qu'on a déjà travaillé depuis 5 ans maintenant, c'est de mettre une marque des paysans africains du lait équitable local en place. On a fait un premier projet au Burkina.
Fair Faso, qui est en développement. Il a encore besoin de beaucoup de support. Et on essaye aussi de faire ce projet du Burkina. On est en train de travailler avec les organisations du Mali, du Sénégal, qui étaient déjà fort développées, mais maintenant avec le virus, les 3-4 derniers mois, c'est clair, tout ça, c'était un peu en stand-by, mais j'espère que vraiment dans les prochains mois, on peut continuer à développer ce projet. Il y a aussi la Mauritanie, il y a plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont en contact avec nous. Et une grande force qu'on a, que tous les vieux syndicats, les organisations n'ont pas, on a une solidarité qui est énorme entre les NGO comme Oxfam, Vétérinaires sans frontières, SOS Faim, dans les pays africains et avec nous, les producteurs en Europe. Mais pas juste une solidarité entre organisations, on a aussi cette solidarité entre nous, les paysans. Et je pense que nous autres, on veut et on va continuer à développer des idées et des projets et surtout montrer que nous autres, on est des amis, on est des collègues et on veut travailler en partenaire entre les agriculteurs de l'Afrique et les agriculteurs européens. Voilà, je veux terminer avec ça, comme on n'a pas trop de temps, mais si après il y a pour des discussions, des échanges, voilà, je serai toujours disponible. Alors, merci pour m'avoir suivi. Merci, Erwin. Je pense que c'était une perspective importante. Juste quelques éléments que je retiens de ta présentation, c'est que le Covid ou la crise du Covid et ses implications sur une demande qui diminue, en fait, renforce une situation fragile due à une surproduction au niveau européen et donc renforce une chute de prix importante. Que les mesures qui sont prises au niveau de l'Union européenne, entre autres le stockage, comporte des risques très importants tant sur la survie d'exploitations familiales européennes qu'au niveau d'un impact des exportations de poudre de lait, entre autres vers l'Afrique de l'Ouest. Et puis peut-être troisième élément, c'est les solutions que vous préconisez tant au niveau de la gestion de la production européenne, donc pour éviter des situations de crise, de surproduction, qu'une solidarité très pratique et très concrète qui se témoigne entre organisations de producteurs européennes et d'Afrique de l'Ouest. Merci pour ce témoignage et cet éclaircissement au niveau européen. Maintenant, j'aimerais bien inviter Indatou Amadou, qui est porte-parole de l'APES, qui est une organisation paysanne ouest-africaine, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, et qui est également coordinatrice de la campagne en Afrique de l'Ouest, la campagne Mon lait local. Indatou, la parole est à toi. Merci Thierry, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je suis Indatou Amadou, responsable plaidoyer et genre au niveau de l'APES, comme l'a dit Thierry, mais également coordinatrice de la campagne Mon lait est local. Cette campagne est une campagne de plaidoyer et de défense du lait local avec une coalition d'acteurs présents dans 6 pays, notamment le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Sénégal. Je répète pour ne pas vous mettre en erreur, c'est le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad. Donc, on a des coalitions pays, mais également une coalition régionale qui regroupe un certain nombre d'acteurs, dont les organisations d'éleveurs et également d'agriculteurs, mais aussi des ONG internationales. Donc, au niveau régional, nous avons 15 organisations membres et également au niveau de toutes ces coalitions, nous avons pu mobiliser 55 organisations nationales. Donc, toute cette coalition, elle est active depuis 2 ans et elle est en train de mener des actions de plaidoyer pour un changement des politiques commerciales et fiscales régionales,
mais également un changement des habitudes alimentaires des consommateurs ouest-africains et enfin un changement de pratique des multinationales installées au niveau de la région ouest-africaine en termes de collecte de lait dans leur transformation. Donc, cette coalition, elle a su également entretenir une alliance forte avec European Milk Board, qui est là représentée par Erwin, que nous apprécions beaucoup, cette collaboration que nous apprécions beaucoup. Mais également, cette coalition a une alliance très forte avec la coalition sœur. Nous l'appelons sœur parce que nous travaillons étroitement ensemble. Cette coalition appelée « N'exportons pas nos problèmes ». Donc, Thierry l'avait bien présenté pour montrer cette alliance que nous avons qui a permis d'interagir aussi au niveau ouest et au niveau européen, quand nous savons que les politiques européennes ont un fort impact sur les décisions prises en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà un peu ce que c'est que cette coalition. Donc, dans cette coalition, nous avons effectivement fait beaucoup d'actions et nous continuons de le faire. Et actuellement, la crise de Covid-19 nous interpelle. Nous interpelle parce que tout simplement, au niveau de nos États membres, de nos pays, nous voyons un bouleversement de la structure de la filière. En ce sens que, avec les mesures prises par les États pour diminuer la contamination au niveau de la pandémie, nous assistons à une difficulté d'acheminement des produits vers les centres urbains, comme l'avait signalé tout à l'heure Jules. A dit que nous avons des producteurs qui sont situés en milieu rural, dont la collecte devrait être normalement acheminée en milieu urbain pour permettre la consommation urbaine. Mais avec les mesures prises, on assiste à des villes qui sont mises en quarantaine. Donc, les produits n'arrivent pas à pénétrer comme il le faut au niveau des grandes villes. Donc, à cette situation difficile pour nos producteurs, qui a engendré beaucoup de pertes financières, nous assistons actuellement aux décisions qui sont en train d'être prises à niveau européen, notamment la décision de l'Union européenne de subventionner le stockage, comme l'a dit Erwin tout à l'heure, la surproduction de la production européenne, notamment le stockage des produits de poudre de lait, de fromage et de beurre. Et normalement, on s'attend à ce que ce stockage soit déstocké vers l'Afrique de l'Ouest, qui est un marché potentiel pour les importations de poudre de lait. Donc, alors là, cette situation ne serait pas du tout intéressante parce qu'elle viendra exacerber déjà la concurrence qui est là, cette concurrence que nous vivons avec les poudres de lait importées d'Europe, notamment la poudre de lait écrémée et réengraissée. Bon, c'est un mélange de poudre de lait écrémée avec la matière grasse végétale, notamment l'huile de palme. Cette poudre de lait étant moins chère, elle est actuellement sur le marché ouest africain et elle concurrence énormément la filière laitière, ça vous le savez. Mais avec le déstockage qui est en vue, parce que qui parle de stockage parlera évidemment de déstockage, donc ce déstockage viendra encore sur l'Afrique et ces poudres coûteront sûrement moins cher. Nous attendons à ce que ça baisse le prix de la poudre de lait au niveau ouest africain, sur le marché ouest africain. Et donc, ce qui fera un problème pour la filière qui ne sera plus en fait une filière qui va s'écrouler, parce qu'actuellement, elle peine déjà à survivre avec la concurrence que nous avons avec cette poudre de lait, mais le déstockage va exacerber cette concurrence. Donc, nous nous attelons à sensibiliser davantage, à sensibiliser nos décideurs politiques au niveau régional pour que des mesures urgentes soient prises pour protéger cette filière, mais également nous faisons des actions de plaidoyer. Nous interpellons l'Europe pour qu'elle sache quel est l'impact de cette politique sur la filière lait locale en Afrique. Donc, nous demandons aux politiciens européens d'éviter le dumping des produits locaux qui est déjà sur le marché, regardant sur la cohérence des politiques, en ce sens qu'une telle politique, nous la jugeons incohérente avec les politiques de développement qui sont actuellement là et qui soutiennent les filières locales sur nos
dans nos pays. Nous avons des financements de l'Union européenne qui font la promotion des filières locales telles que le lait local et d'autres produits locaux. Donc, il faudrait qu'ils regardent un peu cette cohérence pour ne pas détruire ce qui nous aide à construire. Donc, c'est comme disait un des membres de la campagne, il ne faudrait pas que l'Europe reprenne d'une main ce qu'elle donne de l'autre côté. Donc, nous pensons que cette crise, non seulement elle nous interpelle, nous, en tant que Ouest africains, pour miser sur la consommation locale, pour protéger nos marchés, pour promouvoir cette consommation et ne pas dépendre des importations qui pourraient ne plus être et ne plus venir sur nos territoires en cas de crise. Lorsque les crises mondiales sont exacerbées, les importations peuvent être bloquées. Donc, si on dépend de ces importations, malheureusement, la connexion est un peu difficile. Je ne sais pas si il est possible de rétablir. Allô, je suis de retour, je m'excuse, des soucis de connexion. Donc, peut-être je m'excuse pour ce désagrément, mais je vais juste conclure que nous avons foi en ce plaidoyer, nous avons foi à l'oreille attentive des politiques européennes. Donc, nous pensons que cette politique européenne de stockage pour faire face aux effets néfastes du Covid serait revue et serait mieux articulée avec les propositions des producteurs européens qui certes trouveront leur compte, mais également ceux de l'Afrique de l'Ouest survivront mieux. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette partie et je suis disponible pour discuter, échanger avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ingatou, pour cet éclairage de cette perspective aussi d'Afrique de l'Ouest. Ce que j'entends très fort, c'est que le Covid-19, en fait, renforce les difficultés et les enjeux qui avaient aussi été évoqués par Gilles. Entre autres, l'impossibilité ou la forte difficulté d'approvisionner les centres urbains à cause du confinement, mais également ce risque accru des politiques européennes ou bien des mesures européennes de stockage et des risques de déstockage et donc d'augmentation d'exportation de poudre de lait bon marché qui viennent rajouter à déstabiliser les filières locales. J'entends aussi une interpellation forte vis-à-vis des politiques européennes et j'entends également un travail de plaidoyer très intense de la part de la campagne mondiale locale vers les autorités régionales de la CEDEAO. Et ce qui fait un passage assez logique vers le troisième bloc des interventions qui sont justement les acteurs politiques. Nous avions invité un représentant de la CEDEAO pour nous éclaircir de la politique et de l'initiative au niveau régional d'Afrique de l'Ouest sur l'offensive lait. C'est le docteur Biogura Soulé qui normalement devait être avec nous. Il sera avec nous de manière virtuelle parce que son intervention a été enregistrée, parce que justement hier, cette offensive lait a été adoptée discutée et adoptée certainement au niveau d'un groupe de travail de la CEDEAO et aujourd'hui, il est encore en réunion au niveau de la CEDEAO. Donc, je propose d'écouter son intervention qui a été enregistrée avant-hier, je pense, ou hier, je ne sais plus exactement, désolé pour cet aspect-là.
Donc, je propose d'écouter son intervention et qui va nous éclairer donc sur les initiatives politiques qui sont prises au niveau de la CEDEAO, au niveau de la région d'Afrique de l'Ouest. Donc, je donne la parole au docteur Bio Gouras-Soulé. Merci. OK. Bon, moi, c'est Soulé Yogoura. Je suis assistant technique élevage et pastoralisme à la commission de la CEDEAO, précisément auprès de cette commission, sur un projet financé par l'Agence française de développement, qu'on appelle le PEPISAO, et qui a pour objectif non seulement de renforcer la résilience des populations pastorales, mais aussi d'aider à construire une vision partagée sur le pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Et de ce point de vue, nous nous attelons surtout à élaborer une stratégie pour une transformation maîtrisée des systèmes d'élevage. Nous ne parlons pas de modernisation pour ne pas détruire les valeurs que nous connaissons à ce système de production animale, mais d'une transformation qui requiert l'assentiment aussi bien des praticiens actuels que des acteurs de la région et pour lesquels nous savons quand même que le pastoralisme est considéré comme un patrimoine pour notre région. Le premier poste des échanges intracommunautaires de produits et du cru. Et donc, nous comptons donc préserver, dynamiser, renforcer la capacité et la contribution de ce système d'élevage au renforcement de la résilience des populations, non seulement pastorales, mais de l'ensemble de l'économie de la région. Donc, je suis là depuis 1 an et demi, mais avant ça, j'avais déjà travaillé au Hub rural pour qu'il y ait une plateforme de concertation régionale. Et c'est au niveau, lors de mon séjour, au niveau de cette institution régionale, que je me suis lancé dans les réflexions sur le lait et de façon pas très fortuite, même je m'intéressais bien sûr au système d'élevage par le passé. Mais il s'est révélé qu'en 2016, les États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'adoption de la seconde génération de leur plan d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ont décidé de lancer ce qu'ils appellent l'offensive lait. Donc, une stratégie régionale pour promouvoir le lait, parce que c'est un des produits pour lesquels l'Afrique de l'Ouest est, au plan alimentaire, le plus dépendant. Et avec, bien sûr, le riz et les céréales, le lait apparaît, les produits laitiers apparaissent comme un des produits qui accentue au fil des années la dépendance de la région. Et les acteurs, notamment le RBM APES, ont donc propulsé et impulsé cette dynamique au niveau donc de la région pour que, à l'instar de l'autre offensive pour la production du riz qui avait été instituée déjà depuis 2010, qu'on ait aussi une offensive sur le lait. Et donc, avec l'appui du RBM, l'appui de la coopération suisse, l'appui du CARE, donc le Hub a pu bénéficier, et du Oxfam, le Hub a pu bénéficier d'un certain nombre de financements, rural bien sûr, pour aller vers une étude de référence et jeter les bases d'un processus participatif et inclusif pour arriver à la stratégie nationale de promotion des chaînes de valeur du lait local. Cette stratégie est quasiment prête, elle est en cours de validation. Le premier G a été élaboré et devait être validé à Ouagadougou en mars dernier. Malheureusement, avec les effets de confinement et de restriction de la mobilité et pour les hommes et pour les animaux et imposés par le Covid-19, nous nous sommes retrouvés et on a dû reporter cette réunion qui a lieu donc le jeudi 28 par vidéoconférence.
Cette stratégie se veut une stratégie très participative. Comme je le disais, elle repose principalement sur le fait qu'il faut promouvoir ce qui est déjà fait au niveau par les acteurs et par les États, et qui repose à la fois sur 3 formes d'expérience assez importantes. La création des zones pastorales, ça c'est le cas par exemple du Nigeria, où on crée donc des zones pastorales où vont être installées à la fois des ranchs, mais aussi des unités de transformation pour promouvoir le lait local. Il y a également les unités pastorales, à l'expérience, par exemple, ce qui se fait au Sénégal, et qui ont besoin d'être dynamisées pour avoir une bonne structuration de filières au niveau local. Mais il y a aussi les expériences qui se développent dans les zones périurbaines, qui sont plus complexes parce qu'elles allient aussi le fonctionnement des centres de collecte multiservices, mais avec une forte pénétration des multinationales européennes. Et l'idée, c'est de renforcer également ce modèle économique qui est en gestation, parce que de plus en plus d'éleveurs s'installent dans les zones périurbaines. Mais on pense aussi qu'avec la pénétration des grandes firmes européennes, il y a un savoir-faire qui est là et qu'il faut pousser à un transfert de technologie et qu'il faut surtout arriver à un maillage assez intelligent qui permette à l'ensemble de ces acteurs donc, de bien tirer profit donc, de l'expérience des grandes firmes. C'est un challenge et surtout un challenge parce que pour le moment, ces grandes firmes travaillent beaucoup avec le lait en poudre importé du marché européen et que nous considérons toujours comme un facteur pas toujours intéressant, comme une concurrence déloyale pour notre lait, parce que le niveau de collecte de lait local aujourd'hui à des fins de transformation est encore très faible, moins de 2%, et ça pose beaucoup de problèmes. Et on verra bien que dans l'une des ambitions que se fixe la stratégie, c'est de pouvoir collecter à l'horizon 2030 l'équivalent de 25% du lait frais local produit en Afrique de l'Ouest. Bon, 25%, on se donne l'ambition de porter la capacité de production de quelques 5 milliards de litres aujourd'hui à 10 milliards à l'horizon 2030. Donc, si on doit collecter 25%, vous voyez combien ça fait. Et ça demande un effort titanesque d'investissement et aussi bien par les acteurs locaux que par les États. Et pour cela, nous avons pensé qu'il fallait développer des modèles économiques assez importants. Donc, mais il va rester un challenge assez important qui est celui donc, du niveau de protection du marché, donc sur le tarif extérieur commun. Vous connaissez le tarif extérieur commun aujourd'hui est très discriminant sur le lait, notamment sur les produits laitiers, où on a une bonne part qui est faite au lait en poudre et qui permet donc l'importation en masse donc, de cette production. Or, ce qu'on constate, c'est que la région repousse presque tout le temps donc la réforme de sa fiscalité extérieure parce qu'elle a des pressions dans le cadre des accords qu'elle a avec l'Union européenne, même si ce n'est pas signé, c'est presque implicite. Et en principe, le tarif extérieur commun devait être révisé cette année, en 2020. Mais les États se sont donné encore un moratoire de 3 ans pour que les dérogations qui se sont données puissent continuer de subsister jusqu'en 2023. Alors, vous voyez que donc, ça fait donc encore pendant 3 ans, on va vivre dans le même contexte que nous avons aujourd'hui, ça veut dire un environnement complètement défavorable à la production de lait local. Et je crois que s'il y a une action forte à conduire par la société civile, et nous pensons que même cette société civile doit être renforcée par un secteur privé très actif sur le lait local et au niveau de la région, devrait s'investir de façon déterminante.
C'est le seul moyen pour rentabiliser les investissements, le seul moyen pour obliger les entreprises petites et moyennes à collecter le maximum de lait qu'on a et de mettre en place des dispositifs et autres mécanismes pour une conservation sur la longue durée. Et nous sommes également conscients qu'il faut travailler sur l'amélioration de la productivité de nos vaches laitières locales. Pour le moment, il y a des expériences également qui ont été faites et qui s'appuient même sur des races locales qui ont connu des améliorations. Nous proposons également dans la stratégie et dans le programme prioritaire d'investissement, donc de mettre l'accent sur cette dimension pour qu'on arrive. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la région a besoin d'une politique très claire, notamment au plan commercial. Et de ce point de vue, il faut qu'il y ait un bon dialogue entre les différents départements, ce qui n'est pas encore le cas, au niveau de la CEDEAO, le département du commerce et le département de l'agriculture. Par exemple, toute la dimension de négociation de la zone de libre-échange a été faite sans même que le département de l'agriculture soit associé. Donc ça montre un certain nombre de petites faiblesses sur lesquelles il faut mettre l'accent pour les corriger. Et de ce point de vue, acteurs et autres devraient donc bien coopérer pour impulser une dynamique que nous pensons être salutaire pour les petits producteurs, si tant est qu'on veut renforcer leur résilience. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention du docteur Soulet. Ce que je retiens quand même dans l'intervention importante, c'est qu'il y a une politique qui a été adoptée hier sur une offensive lait, une politique régionale ambitieuse, donc qui a l'ambition de faire passer, qui a l'ambition de promouvoir et de renforcer le rôle du lait local dans sa politique, et donc de plus que doubler, donc de passer de 2% de collecte de lait local aujourd'hui à 25% de collecte du lait frais local en 2030, et de doubler la production, donc d'investir considérablement dans l'augmentation de la productivité du lait local. L'autre élément important, je pense, qui ressort de la présentation, c'est l'environnement défavorable des politiques commerciales, y compris des accords commerciaux qui existent entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest et qui ne permettent pas d'avoir les mesures de protection nécessaires pour pouvoir justement soutenir et développer la production de ce lait local. Donc, ça reste un enjeu important. Et entre autres, pour cela, on est ravis de pouvoir avoir parmi nous Michèle Rivasi, qui est députée européenne pour les Verts et qui est également rapportrice d'un rapport pour l'Assemblée parlementaire paritaire entre l'Union européenne et les pays ACP, d'un rapport sur les impacts des politiques laitières européennes sur l'Afrique. Michèle, la parole est à toi. Merci. Merci. Et j'ai trouvé que les interventions précédentes montraient bien la réalité du problème, mais aussi toutes les ambiguïtés, à la fois sur le plan européen, et je vais y venir, mais aussi au niveau de l'Afrique, parce qu'au niveau des États, il n'y a pas une coordination efficiente. Alors, d'où je parle? Alors, vous savez que je fais partie de la commission développement et je suis coordinatrice de toutes les questions à la fois de coopération justement sur le développement. Et c'est mon 3e mandat. J'ai beaucoup travaillé au niveau de l'ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et je suis vice-présidente de la commission sociale et environnement. Et notamment, c'est à ce titre, parce que je suis très sensibilisée sur la problématique des produits laitiers, j'ai demandé à ce qu'il y ait un rapport
dont le titre c'est « L'impact social et environnemental de l'importation de lait européen en Afrique de l'Ouest ». Donc, on est vraiment dans le sujet. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de députés européens qui ne sont pas conscients du manque de cohérence entre les politiques de l'Union européenne et la réalité de l'importation des produits laitiers en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce rapport va permettre de sensibiliser justement tous ces pays-là. En même temps, lorsque j'ai regardé de près, et on l'a vu par rapport aux interventions, on voit bien qu'il y a une importation massive de poudre de lait bon marché en provenance de l'Union européenne, et ça entraîne une concurrence complètement déloyale. Et ça, on doit le dénoncer, notamment le Parlement européen, auprès de la Commission. Alors, la Commission, elle se réfugie derrière le fait qu'elle a supprimé les subventions à l'exportation et pour elle, le problème est réglé. Or, il n'est absolument pas réglé. Et que ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'Union européenne est le premier producteur mondial de lait et le premier exportateur aussi mondial du lait. Donc, on voit bien l'importance de l'Union européenne à ce niveau-là, et d'autant plus que maintenant, il y a une importation massive de poudre de lait qui sont enrichies avec des matières grasses végétales. Et dans les matières grasses végétales, il y a l'huile de palme qui, elle aussi, pose un problème dans le cas de la déforestation. Bon. Donc, d'où l'importance d'avoir ce rapport. Et aussi, j'ai proposé qu'il y ait une mission dans le cas de la commission développement au Niger pour que les députés se rendent compte des problèmes locaux qui se posent par rapport à l'incohérence de la politique de l'Union européenne. De même, j'ai proposé qu'il y ait une étude comparative entre le lait local et le lait importé par rapport à ses dimensions sociales et environnementales. Alors, d'où vient le problème? Le premier problème, c'est quand même la PAC, la politique agricole commune. Vous savez que c'est le premier budget de l'Union européenne et vous voyez ce qui se passe en Afrique, ben ça se passe aussi en Europe. Il y a eu une dérégulation complète depuis 2015, il n'y a plus de quotas laitiers, ce qui fait que ça a entraîné une désorganisation complète au niveau des exploitants. À l'heure actuelle, en Europe, enfin en France particulièrement, il y a un suicide par jour d'un agriculteur. C'est pour vous montrer la pression très importante qui se crée au niveau des exploitations et que c'est souvent des éleveurs d'ailleurs qui n'y arrivent plus parce que le produit qui vend est en dessous du prix de la production. Donc, ce qui fait que ça n'encourage que les grosses exploitations. Tout à l'heure, on parlait des fermes de 1000 vaches. Eh bien, ça, c'est un modèle, si vous voulez, qui ne va pas du tout au niveau des petites exploitations, des exploitations à taille humaine et des exploitations qui font la qualité. Donc, on se bagarre, nous, au niveau des Verts. Vous savez que je fais partie du groupe des Verts parce qu'on estime à l'heure actuelle que la politique agricole commune ne va pas dans la bonne direction. Elle va au niveau des gens qui ont le plus grand nombre d'hectares, puisqu'ils touchent des subventions de l'Europe en fonction du premier pilier, et que le deuxième pilier, qui est plus sur des dimensions environnementales, eh bien, n'est pas suffisant, si vous voulez, pour faire en sorte à ce que les consommateurs aient des produits de qualité. Donc, on est en train de se bagarrer pour que la nouvelle PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, tienne compte de la qualité des produits, tienne compte pour favoriser les petites exploitations et en plus des petites exploitations qui fournissent de l'emploi et non pas ces modèles industriels liés à l'agriculture. Alors ça a des conséquences. C'est que comme on est les premiers exportateurs, eh bien, on va exporter à des prix très bas. Alors normalement, on devrait interdire le dumping, mais il s'avère que par rapport aux subventions, eh bien, on encourage ce dumping au niveau du prix des produits laitiers. Et puis, comme vous l'avez soulevé,
le gros souci, et moi je me bagarre encore depuis des années là-dessus, c'est les accords commerciaux. Alors, on s'est bagarré sur le TAFTA, vous savez, sur le TTIP par rapport à l'Europe et aux États-Unis, mais on avait complètement oublié qu'il y a ces mêmes accords entre l'Union européenne et les produits africains. Et dans ces accords, il n'y a rien qui protège les productions locales. Donc, il est très important que dans ces accords de partenariat économique, on fasse en sorte à ce qu'on privilégie la production locale. Sinon, il y a des phénomènes migratoires qui font que, comme les gens n'ont plus d'avenir, eh bien, ils partent de ces pays africains. Et donc, il faut qu'il y ait des taxes douanières qui permettent d'encourager la production locale. Et pour ça, on a vu l'exemple, par exemple, au Kenya. Quand les Kenyans ont voulu encourager la production laitière locale, eh bien, ils ont augmenté les taxes douanières sur le lait de 60%. On l'a vu en Mauritanie, où ils ont utilisé aussi les taxes douanières pour faire en sorte à ce qu'ils aient une production locale au niveau du lait local. Et notamment, ça touche beaucoup les femmes d'ailleurs. Elles sont très présentes au niveau de la production du lait. Et donc, il faut que dans ces accords de partenariat, les gouvernements de ces pays africains fassent en sorte à ce qu'ils protègent les productions locales. Et notamment au niveau de la CEDEAO, on voit bien que tous les pays ne sont pas d'accord pour augmenter les taxes douanières des produits laitiers. Alors, après, il y a aussi le problème des subventions au niveau des multinationales, parce que le marché du lait est tenu par les multinationales, que ce soit Lactalis, que ce soit Nestlé, que ce soit Danone ou d'autres. On voit bien qu'ils ont une présence très forte et il faut absolument faire en sorte à ce qu'ils aient une responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire, s'ils sont présents dans les pays africains, il faut qu'ils puissent intégrer la production locale et ils puissent favoriser la production locale. Alors que pour eux, c'est comme l'industrie pharmaceutique, c'est un marché. Plus la poudre de lait viendra moins chère, elle sera très peu chère, même en étant d'ailleurs enrichie par rapport à ces matières grasses végétales, eh bien, ils vont inonder le marché africain et notamment, on le voit très bien, ils vendent des petits sachets en poudre de lait qui ont, d'ailleurs, vous les voyez sur l'écran, d'une part, ils coûtent beaucoup moins cher que le lait local et en plus, ils sont en plastique, donc ils contribuent à la pollution du plastique en Afrique. Et ça, on le voit aussi bien Nestlé, on voit Danone, etc. Et ça, il faut absolument qu'on mette une conditionnalité par rapport à ces multinationales qui, entre nous, si vous voulez, pourquoi la CEDEAO est un peu rétive pour augmenter les taxes douanières, c'est qu'ils se disent quand même on a aussi besoin de ces importations parce qu'on n'est pas capable de fournir au niveau des consommateurs l'ensemble du lait qu'ils demandent. Mais donc, il faut avoir une mixité entre ces grosses boîtes et la production locale. Et puis, je dirais en dernier ressort qu'il y a un problème de modèle. Qu'est-ce qu'on défend comme modèle ? Nous, au niveau des écologistes, on défend un modèle qui permet d'avoir un vrai prix par rapport à la production. Parce que si on raisonne toujours en subvention, vous voyez bien qu'on s'aligne sur un marché mondial et le marché mondial, c'est toujours le moins cher. Et en même temps, tant qu'on indique que la production agricole, c'est comme une marchandise, c'est sûr que là, c'est le moins cher, mais on va faire crever toutes les petites et moyennes exploitations. Donc, moi, ce type de modèle, je ne veux absolument pas le développer. Et c'est pour ça que vraiment, la PAC, l'orientation de la PAC a une influence énorme au niveau de l'Afrique. Après, il faut vraiment promouvoir la proximité. Regardez au niveau de la crise du Covid, quand tout était bloqué au niveau des frontières, eh bien, heureusement qu'on avait une production agricole locale, ça a pu approvisionner les gens. Et puis, on voit très bien aussi en Europe que les gens, ils veulent vraiment des produits de qualité. Donc, si maintenant on va au niveau de l'Afrique, il faut que les gouvernements africains
défendent leur production locale et au niveau régional, et qu'en même temps, ils informent les consommateurs africains qu'il vaut mieux acheter du lait local, il est de meilleure qualité, que du lait en poudre trafiqué, qu'on enrichit avec l'huile de palme, qui d'un point de vue nutritionnel est beaucoup moins bon. Et justement, l'étude qu'on va faire, elle va essayer de montrer justement tous ces éléments. Donc, moi, je vous suis tout à fait par rapport aux interventions d'Ervin, de Gilles, d'Idatou Amadou, parce que il est très important de savoir quel modèle on veut développer. Il ne faut pas tomber non plus dans des grosses fermes en Afrique, parce que ça peut poser aussi d'autres problèmes qu'on a eus en Europe. Il faut jouer le local, il faut jouer la proximité, il faut jouer la qualité et il faut jouer l'emploi. C'est plus on va développer, plus on va essayer de jouer la coopération et que les aides de l'Union européenne dans le cadre de la politique de développement, elles doivent être cohérentes. On ne peut pas défendre un modèle respectueux de l'environnement, du social et en Afrique, ne plus rien voir. Et là, je trouve qu'il y a ce manque de cohérence doit être dénoncé et on doit réajuster avec les pays africains une meilleure politique pour que tout le monde s'y retrouve. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Alors, avec la crise du Covid, vous savez qu'on est intervenu avec 14 députés européens de différents bords politiques pour demander au commissaire qui est chargé de l'agriculture de diminuer la production laitière. Parce que s'il y a ces stockages qui sont financés par l'Union européenne, toute l'Afrique va être inondée par rapport à une poudre de lait à des coûts très bas et ça va encore plus désorganiser la production locale. Donc vous voyez qu'on a quand même des armes. Les armes, c'est les accords commerciaux. Il faut réintroduire des taxes douanières. Il faut vraiment obliger les entreprises qui sont dans les pays africains d'intégrer la production locale pour approvisionner en lait la population des pays et qu'en même temps, il faut aider une agriculture de qualité et une agriculture inclusive, comme vous dites. Mais absolument pas ce modèle qui est une industrialisation de l'agriculture qui conduit à la malbouffe et qui conduit au fait qu'il y a une minorité qui s'enrichit au détriment de l'ensemble. Merci Michel. Je pense que la cohérence des politiques était centrale dans le plaidoyer et que l'Union européenne, comme tu l'as indiqué, joue un rôle quand même extrêmement important dans toutes les politiques laitières. La cohérence des politiques vis-à-vis de la politique agricole commune, mais aussi vis-à-vis des politiques commerciales. J'entends aussi, je pense que c'est un élément nouveau, tu as souligné la responsabilité importante des entreprises multinationales laitières qui exportent entre autres via des produits très bon marché comme la poudre de réengraissée, la poudre de lait réengraissée avec des huiles végétales. Et troisième élément, c'est l'importance, il faut revoir les modèles de production pour qu'ils ne soient pas uniquement axés sur le marché, mais principalement sur les objectifs sociaux et environnementaux. Merci pour cela. Il est presque 13 heures. Nous proposons de prolonger, si cela vous va, le webinaire d'un quart d'heure pour permettre tout de même aussi un petit débat autour des quelques questions qui restent en suspens. Et puis, je demanderai aux intervenants, aux panélistes, de préparer déjà une idée maîtresse qu'ils retiennent du débat pour préparer la conclusion. Alors, ce que j'entends, il y a peut-être deux éléments dans le débat qui est importante. C'est d'une part pas mal de questions autour de la gestion de la production ou la gestion de l'offre, que ce soit par des politiques, faut-il revenir à des politiques de quotas? Comment fait-on
par rapport à une politique de robinet, comme ça a été évoqué par Gilles. Donc ça, c'est un volet de questions. Et puis l'autre volet est peut-être aussi plutôt lié au prix. Comment est-ce que des taxes, entre autres de la TVA, peuvent jouer un rôle, l'accessibilité, mais aussi le fait que des prix soient rémunérateurs pour les producteurs. Donc, je pense qu'il y a ces deux éléments-là. Je propose peut-être de commencer avec l'élément sur la gestion de l'offre. Et je proposerais peut-être de demander d'abord à Gilles, et puis s'il y a l'une ou l'autre panéliste qui veut intervenir, peut-être Erwin aussi, et je laisse ouvert. Mais je propose donc à Gilles peut-être de commencer principalement avec cette question du robinet, cette politique de robinet. Est-ce qu'elle est réaliste, entre autres, sachant que peut-être on peut aussi stocker et spéculer sur l'importation de stocks de lait en poudre et donc que cette politique risque d'être inefficace. Gilles? Oui, tout à fait, parce que justement, c'est aussi une mesure qui a été mise en application dans d'autres pays. Je l'ai dit notamment au Sénégal, et je crois que c'est sur la filière oignon, si j'ai une bonne mémoire. Mais dans tous les cas, Guillaume Durtrot est là, il peut revenir là-dessus. C'est une mesure qui se met en application avec les professionnels du métier, donc les interprofessions, mais sur la base des quotas. Puisque si on ne met pas des quotas d'importation, c'est normal que les gens spéculent, fassent des stocks et après, quand on ferme le robinet, ben, ils vont injecter ces stocks-là sur le marché africain. Donc, c'est des mesures qui se mettent en application sur la base déjà des statistiques qu'on connaît sur le secteur. On connaît les productions locales, on connaît aussi les importations, les quantités d'importation et on fixe des quotas d'importation aux différents importateurs, justement contrôlés afin qu'il n'y ait pas de spéculations autour. Tout ceci en fonction, en parfaite collaboration avec les professionnels de la filière. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de spécialistes de la question, tels que Guillaume Durtrot, qui peut revenir sur ces aspects. Quelqu'un d'autre, peut-être du côté européen, gestion de l'offre, peut-être Erwin, parce que vous avez aussi des propositions très concrètes là-dessus. Est-ce que c'est la manière de répondre? Quelle est la faisabilité de la proposition? Ben, merci Thierry. La faisabilité, je pense que ça c'est le problème le plus petit parce qu'on a prouvé en 2016 qu'on a les agriculteurs européens ont volontairement produit plus ou moins 1 milliard de litres de lait en moins. La faisabilité, tout est faisable. Tout le monde qui dit qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables, je pense qu'il est mauvais à sa place. Mais il faut une volonté politique là derrière. Et on voit aujourd'hui, et croyez-moi, nous, au niveau de l'EMB, on a parlé avec tout le monde. J'ai eu des coups de fil avec toute l'industrie laitière européenne, allemande, française, belge, danois, de tous. D'abord, les laiteries, ils ne veulent absolument pas parce qu'eux, ils ont des usines et eux, ils ont besoin de la matière première pour faire tourner leurs usines. C'est-à-dire le prix pour le producteur, il est secondaire. S'ils n'ont pas assez de matière, ben, leur usine ne tourne pas à full time. Et au niveau décideurs politiques, désolé, on a un politicien ici avec nous, je ne sais pas. On voit que les décideurs politiques, leur intérêt n'est pas l'agriculteur. Leur intérêt n'est pas de sauvegarder les exploitations familiales. Et vraiment, je ne comprends pas et c'est vraiment triste et parfois on a envie d'abandonner le combat parce qu'il manque de l'intelligence, il manque de réalité de terrain
au niveau politique. Ils voient que le business, les exportations, les dollars qui roulent, les exportations vers la Chine, vers l'Afrique. L'Afrique, c'est le marché de l'avenir. C'est clair, c'est décidé au niveau de l'Europe. Le marché de l'avenir, c'est l'Afrique, c'est le poudre de lait là-bas. Et il n'y a personne, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel, qu'on doit intégrer le lait local dans la commercialisation avec les industriels, les multinationales qui se développent dans les pays africains. Il faut que les pays africains mettent une filière, une sorte de commercialisation eux-mêmes en place. Et l'Afrique ne doit pas espérer qu'il y a une structure, un international du lait qui va faire quelque chose pour développer le pays en Afrique. C'est aux Africains, c'est aux producteurs, c'est aux décideurs politiques de soutenir leur filière laitière, mais aussi dans les autres filières agricoles, mais n'avez jamais l'espoir qu'un industriel européen, n'importe quel secteur, il veut faire quelque chose pour soutenir les producteurs locaux ou même les consommateurs dans les pays. Alors, Michel, est-ce que la crise du Covid donne une opportunité pour revoir ces politiques que tu as dénoncées, entre autres la perspective d'une politique agricole commune qui est plutôt orientée vers l'exportation? Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec la crise du Covid face à une opportunité pour revoir les objectifs de cette politique agricole commune et des politiques commerciales? Alors, je voudrais répondre sur la politique du robinet d'abord, parce que je l'ai vécu, ça, dans certains pays africains. Alors, ce n'était pas sur le lait, c'était sur la pomme de terre. Et on avait fait en sorte à ce que, quand il y avait une grosse production dans certains pays africains sur la pomme de terre, eh bien, il y avait interdiction d'importer la pomme de terre dans ces pays-là. Vous voyez, pour ne pas créer une concurrence. Donc ça existe. Mais c'est très peu utilisé par les gouvernements de ces pays pour dire on arrête les importations pour pas que ça rentre en concurrence avec notre propre production. Donc, il y a un déficit de volonté politique de certains pays africains et aussi de la complicité de l'Europe, hein, je vous l'accorde, mais il y a cet outil qui existe et qui n'est pas assez utilisé. Alors après, je pense que cette crise du Covid la montre qu'il y a eu un déficit de consommation dû au confinement. Donc, il y a une surproduction de lait qui va être stockée sous forme de poudre de lait. Donc, c'est maintenant ou jamais où il faut soit réintroduire des quotas laitiers, parce que ces quotas laitiers ont été supprimés en 2015. Et après, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une diminution du prix du lait. Tout à l'heure, on parlait de 45 centimes le lait, mais il était vendu en France à 28 centimes. Donc, c'est ça qui a entraîné la faillite, vous voyez, des petites exploitations. Donc, le modèle de l'Europe, et vraiment, je le critique de façon forcenée, c'est un modèle business. Tant que les multinationales prennent le pouvoir au niveau de la politique agricole avec les gros syndicats qui soutiennent l'aide en fonction de l'hectare et plus il y a des grosses exploitations, meilleur c'est pour eux, c'est un modèle qui n'est pas durable, qui n'est pas soutenable. Et là, ça conduit justement à de la maltraitance au niveau des animaux, ça conduit à des produits bas de gamme et ça produit en plus une industrie agricole. Alors maintenant, on parle même de numérisation de l'agriculture. Vous voyez, on parle de gros tracteurs, si vous voulez, qui vont être autonomes, etc., etc. Ce n'est pas ce modèle-là qu'on veut. Et j'espère que la crise du coronavirus va renverser ce modèle pour qu'on développe les petites exploitations, la qualité, le bien-être animal, etc. Et alors, quand tout à l'heure, je parlais de mixité avec des multinationales, moi, je suis pour qu'il y ait une production locale. Au contraire, il faut que les aides là, de l'Union européenne aillent sur la production locale, dont certaines le font d'ailleurs. Mais il y a une contradiction après
où, comme il n'y a pas de taxe douanière, eh ben, il y a un tel déséquilibre entre le prix du lait local et le prix de la poudre de lait enrichie, qui est quand même 30 fois moins cher que le lait local, eh ben, ça vous désorganise tout. C'est ça le problème de la cohérence. Merci. Indatou, une question a été posée par rapport aux politiques de taxes, le relèvement des taxes de la TVA sur les produits laitiers importés et peut-être une politique de taxation plus favorable vis-à-vis du lait local. On a parlé aussi du relèvement, de la révision du tarif extérieur commun, donc des barrières tarifaires au niveau d'importation de poudre de lait. La question est, quel est le positionnement et la faisabilité politique au niveau de la CEDEAO par rapport à ces propositions? Merci Thierry. Effectivement, nous, en tant que campagne au niveau ouest africain, fait des propositions aux décideurs politiques par rapport à cette taxation. Donc, nous avons fait des études avec le GRET, où nous avons eu des scénarios qui ont été proposés aux décideurs politiques par rapport à cette taxation. Et donc, le meilleur scénario était de voir comment rehausser le TEC, une hausse du TEC, et en même temps une suppression du TVA, la des deux. Une hausse du TEC, mais une suppression du TVA sur les produits laitiers locaux. C'était le meilleur scénario qui permettait vraiment aux producteurs de mieux vivre, de mieux engranger des revenus. Donc, lors de nos discussions au niveau de la première réunion de la Task Force sur l'offensive lait, et cette question n'est pas passée, contrairement à toutes nos préoccupations, toutes nos recommandations ont été prises en compte. Par contre, cette taxation, l'idée de taxation n'est pas passée en ce sens que la Commission de l'agriculture de la CEDEAO a carrément évincé cette question en disant que c'est une question qui relève de la Commission finance de la CEDEAO. Mais hier, lorsque nous sommes revenus sur la validation des documents et que nous avons attiré leur attention sur le fait que la stratégie de l'offensive lait, telle que déclinée, ainsi que son plan prioritaire d'investissement ne pourront être efficacement mise en œuvre que si on revoit les taxations actuelles de la poudre de lait. Ce débat est revenu dans le document et nous avons compris avec la CEDEAO que cette préoccupation est d'actualité au niveau de la CEDEAO et que c'est un calendrier qu'ils ont avec la Commission Finance dans la révision du tarif extérieur commun qui est en cours et dont le processus est enclenché, se développer d'ici 2 ans. Et donc, pour cette taxation, le tarif extérieur commun, ils vont non seulement revoir les taxations par rapport au lait, mais également des taxations par rapport au riz. Donc, ils ont très bien compris hier que tant qu'il n'y a pas une révision de cette tarification, toute l'offensive lait, les initiatives qui sont développées au niveau de l'offensive lait risquent d'être vouées à l'échec. Voilà un peu leur position d'hier et nous sommes ravis de comprendre que ce plaidoyer doit se poursuivre maintenant dans les États parce que nous avons compris que c'est les États qui doivent en fait revenir au niveau de la CEDEAO pour parler et dire que la tarification actuelle n'est pas intéressante pour ces produits stratégiques. Eux sont conscients de ça, mais il faut que les États membres l'acceptent et le demandent. Et nous, au niveau de la coalition, qu'est-ce que nous voulons refaire? C'est de revenir au niveau des États membres pour faire ce plaidoyer avec les États pour qu'ils puissent remonter cette préoccupation au niveau du comité TEC de la CEDEAO, dont seuls les États membres sont membres, mais ils sont membres du comité TEC, mais également quelques organisations. Et nous avons la chance que dans notre comité de pilotage, nous avons 3 organisations qui pourraient être membres de ce comité TEC. Pour le moment, l'Europa est membre de ce comité TEC et nous pensons faire porter ce plaidoyer avec l'Europa, mais à la suite de ce combat, nous allons demander à ce que les 2 autres OPR, que sont le RBM et la PES, puissent intégrer le comité TEC de la CEDEAO. Mais sinon, la CEDEAO est vraiment très ouverte et elle sait qu'il faut impérativement revoir la tarification au niveau du TEC. Donc, voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Merci. Merci. Donc, je pense que ça démontre également que ce dialogue et la participation des organisations de la société civile, et en particulier
des organisations de producteurs dans la définition des politiques est quelque chose d'essentiel. Je propose de terminer le débat maintenant. Il y a encore des questions qui sont ouvertes et qui sont posées. Nous allons tenter d'y répondre par après. Donc, nous avons la liste des inscrits et également les mails. Donc, ce que nous proposons de faire, c'est peut-être de faire une sorte de condensé et de résumer des types de questions et en essayant d'y apporter le plus de clarification possible. Nous allons faire ça. Le webinaire est enregistré et est également disponible, donc nous allons pouvoir poursuivre ce dialogue qui n'est certainement pas terminé. Alors, comme je l'avais suggéré, je propose en guise de conclusion de demander à chacun des intervenants de retirer l'élément principal qu'ils ont tiré de ce regard croisé entre producteurs et acteurs politiques également de l'Union européenne et d'Afrique de l'Ouest. Donc, je commencerai juste par l'ordre d'intervention. Gilles, si tu as une idée à mettre en avant, brièvement. Merci. Oui, première chose que je retiens, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut protéger le lait local dans nos pays ouest africains. Ça, c'est indéniable. Deuxième élément que je retiens, c'est qu'il doit y avoir une cohérence entre les politiques sectorielles et les politiques commerciales. Et que, quelque part, il faut de la volonté politique pour que des mesures soient prises pour que le lait local soit protégé, appuyé et qu'il puisse permettre de devenir plus compétitif face à la poudre de lait. Dernier mot, c'est aussi un mot d'espoir en disant, si je regarde moi en tant qu'observateur de la filière lait locale, si je vois d'où est-ce qu'on est parti et les efforts qu'on a fait, j'ai de l'espoir en disant qu'il est possible d'accroître la collecte de lait et de pouvoir satisfaire une demande industrielle en matière de lait. Et là, le politique doit pouvoir saisir cette réalité et soutenir la filière lait locale. Je retiens aussi qu'au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas tout le monde qui est sensibilisé par rapport à cette dualité qu'il y a entre la poudre de lait et le lait local en Afrique de l'Ouest. Et je salue l'initiative de faire justement cette étude pour sensibiliser afin que nous puissions regarder dans la même direction. Merci. Merci Gilles. Désolé de t'interrompre un petit peu, mais c'est parce que sinon il sera trop tard. Erwin, ton idée principale que tu retiens de ce webinaire? Bon, je pense que ce séminaire s'est fait. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Je pense qu'il faut continuer de se rencontrer et de continuer nos affaires. Mais il y a quelque chose aussi qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que nous qui sommes ici, on est convaincus sur la même philosophie, sur la même stratégie. Mais moi, j'ai vraiment peur. Après le Covid ici, tout le monde pense, et moi, je l'espérais aussi, qu'après, il y aura un changement au niveau des politiques pour mettre une autre politique en place. Mais j'ai peur que ce sera juste l'inverse, juste le contraire, ce qu'on entend de l'industrie laitière, l'agressivité pour trouver des nouveaux marchés pour leur poudre de lait, pour la surproduction vers l'Afrique, elle va encore augmenter et elle est déjà en train d'augmenter. Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf de penser que maintenant, il y a toutes choses qui vont changer. Il est en route une offensive, les Européens vers l'Afrique, pour chercher les marchés
on peut avoir une chose, et un malheur pour les paysans européens, c'est la sécheresse qui est en train de s'installer. Si la sécheresse continue, c'est très mauvais pour les paysans, mais ça va baisser la production automatiquement. Alors, on ne sait pas encore l'évolution dans les prochaines semaines. Mais moi, je veux aussi que tout le monde réfléchisse comment est-ce qu'on peut mettre une vraie commercialisation dans les pays africains en place, qui est dans la main des producteurs. C'est bien de faire le combat politique, mais à côté, il faut s'occuper de trouver une valeur ajoutée dans chaque pays. Merci. Indatou? On n'entend pas Indatou, donc peut-être je donne d'abord… Oui, oui, je suis là, je suis là. Si tu Désolée. peux, ton idée, ta conclusion, très brièvement. Oui, ok, merci. On est tous d'accord que l'Afrique a un potentiel pour développer la filière locale. Le potentiel y est. Il y a des contraintes actuellement pour développer à fond ce potentiel. Donc, je suis d'avis avec Jules que les importations vont continuer. Les importations en complément de la production locale. Donc, il faut à tout prix que les politiques européennes, qu'elles soient complémentaires à la production locale. Donc, d'où la question de la cohérence des politiques commerciales et fiscales avec les politiques. Voilà, je pense qu'on a compris l'importance par rapport à la cohérence des politiques européennes pour le développement. Alors, dernière intervention, très brièvement, Michel, ta conclusion? Alors, moi, je retiens 3 termes: responsabilité, souveraineté alimentaire et puis protection du climat. Responsabilité, parce qu'on est tous responsables et notamment, moi, je suis pour que les politiques reprennent le pouvoir par rapport au business, qu'à l'heure actuelle, on a été pris dans ce monde du business au détriment des peuples. Souveraineté alimentaire, parce que si on veut développer les productions locales, c'est qu'on veut une souveraineté au niveau de chaque État ou au niveau d'une région. Et puis, la protection du climat, parce que plus on importe, plus on dégage du CO2 et moins c'est bon pour la planète. Donc, si on veut être cohérent, il faut qu'on revoie complètement notre modèle de production, notre modèle de commercialisation, notre modèle de consommation. Voilà, donc vraiment que les politiques reprennent le pouvoir sur le business et le marché. Voilà, merci. Je vous remercie tous, en particulier VSF pour l'initiative, mais aussi les panélistes et l'ensemble des participants. Nous retournerons vers vous avec également les réponses par rapport aux questions ou au débat qui est posé. Et c'est un débat qui est à suivre et une thématique qui restera à l'agenda politique dans les semaines et les mois qui viennent. À très bientôt et merci à tous. Merci. 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 Merci.